Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur les évolutions réglementations européennes. Je vous remercie de vous être connecté à cette heure si matinale et je remercie aussi également les participants Mathieu Vitu et Laurent Bidot qui auront l'occasion de se présenter pour leur participation. Il y a eu un énorme travail fourni de leur part et vous allez voir ce qu'ils vont vous présenter est absolument passionnant. Donc, étant donné que l'ordre du jour est assez dense, je vais très vite vous laisser la parole pour entamer ce sujet extrêmement important pour les membres de la SBA, puisque c'est quand même principalement les textes européens qui impacte toute la chaîne de valeur du numérique dans le bâtiment et notamment donc tous les membres de la SBA. Donc, je vous laisse la parole et encore un grand merci d'avoir préparé avec nous cet événement. Mathieu, je te laisse la parole. Merci Muriel, bonjour à toutes et tous. Merci à Muriel, Sébastien, à la SBA pour l'invitation pour cette commission. Je vais me présenter en deux mots. Donc Mathieu Vitu, aujourd'hui président associé de la société Euro 4T. J'ai comme expérience professionnelle 20 ans comme conseiller technique et politique de dirigeants politiques français et européens. J'ai notamment été assistant parlementaire au Parlement européen pendant 5 ans, de 2004 à 2009. J'ai été conseiller du maire de Paris en charge du logement et du patrimoine de 2012 à 2014. J'ai été conseiller de la ministre en charge de l'autonomie plus récemment. Et après un master spécialisé à l'ENA en affaires publiques européennes, je suis revenu dans mon premier champ, qui est le champ européen, et j'ai créé il y a 1 an et demi la société Euro 4T. Euro 4T, c'est une société qui se situe sur deux pôles. On est sur les transitions environnementale, transition numérique et transition des territoires. Et on a un pôle territoire et un pôle Europe. Le pôle Europe se charge de décrypter les politiques publiques européennes et de chercher des fonds européens pour nos clients. Et la partie territoire, on est dans l'accompagnement stratégique de projets, d'acteurs de territoire, et on travaille avec les collectivités territoriales également. Voilà en ce qui me concerne. Donc ça va être le programme du jour. On va commencer par l'Union européenne, ses acteurs, son contexte stratégique et ses nouvelles propositions législatives. Ensuite, Laurent fera un point sur l'IA Act, le Data Act, le NIS2. Et ensuite, on parlera des fonds européens. Alors commençons par les acteurs de l'Union européenne 2024-2029. J'ai proposé à Muriel de commencer par là pour une simple raison, pour savoir qui décide et comment sont décidées les politiques publiques à Bruxelles et à Strasbourg. C'est important de savoir qui sont les acteurs principaux de l'Union européenne. Donc je vais vous faire brièvement, au moment du petit café, un petit cours de sciences politiques européennes qui va durer 2-3 minutes, et je vous rassure, pas plus. Commençons par l'institution number one, si je puis dire, le Conseil européen, qui réunit les chefs d'État et gouvernement des 27 États membres. Donc c'est Emmanuel Macron qui y siège pour la France. Il est présidé par le Portugais Antonio Costa et en présence de la présidente de la Commission européenne. C'est l'instance qui est chargée de décider des grandes orientations et des grandes priorités politiques de l'Union européenne. Vous voyez souvent à la télé, dans les JT, les conseils européens et ses conclusions. Nathan ? Les acteurs de l'Union européenne, il faut aussi parler de leur appartenance politique. Qui sont-ils aujourd'hui? J'ai mis cette carte de toute l'Europe. D'ailleurs, je vous conseille toute l'Europe quand vous avez besoin d'une petite information sur l'Union européenne. C'est un site qui est très bien fait, qui permet de bien comprendre les politiques européennes. En regardant cette carte, vous comprenez quelle est la couleur politique actuelle de l'Union européenne, avec les conservateurs qui sont à la tête de nombreux pays, une droite radicale et populiste qui s'est imposée dans plusieurs pays, et notamment l'Italie, qui est un des principaux États membres. Et vous avez sans doute suivi aussi en Allemagne la victoire de la CDU, donc l'Allemagne n'est plus en rouge mais en bleu, et un score historique du parti d'extrême droite, l'AfD. Donc on est dans un contexte politique d'Union européenne qui se droitise. Alors, on continue sur les différents acteurs de l'Union européenne. Commençons par la Commission européenne, qui est en charge de défendre les intérêts de l'UE. Pour les membres de la SBA, là, vous avez l'ensemble des 27 membres de la Commission européenne. Vous devez veiller, à mon avis, plutôt 4 personnes. Le français Stéphane Séjourné, qui est en charge de la prospérité et de la stratégie industrielle. Donc, c'est lui qui est sur pas mal de textes qui concernent les membres de la SBA. L'espagnol Teresa Ribera, qui est en charge des questions environnementales, de transition propre. La finlandaise Ena Virkkunen, qui est en charge du numérique, et j'ai ajouté en plus le danois Dan Jorgensen, qui est en charge de la politique du logement. Donc ce sont quatre commissaires qui sont que les membres de la SBA ont intérêt à suivre durant les 5 prochaines années. Merci Nathan.
L'institution que sans doute tout le monde connaît le mieux, le Parlement européen, et ses 720 membres pour lesquels on a tous voté en juin 2024. Les séances plénières ont lieu à Strasbourg, ces réunions de commission et de groupe à Bruxelles. Là, vous avez les groupes politiques et des 720 sièges du Parlement européen. Si on avait fait une comparaison avec le Parlement européen de la précédente législature, on se serait remarqué que le Parlement européen aussi s'est droitisé assez fortement, avec plusieurs groupes d'extrême droite qui pèsent maintenant beaucoup. On avait historiquement, le président de la Commission européenne avait historiquement la possibilité de faire passer des textes en passant par la coalition du centre, c'est-à-dire Renew, les centristes en bleu ciel, IPP, donc le PPE, la droite, et SID, et ça suffisait pour faire passer des législations. C'est toujours le cas, sauf qu'aujourd'hui, la présidente de la Commission européenne peut aussi faire passer des textes en passant par sa droite. Elle a assez de monde pour réussir à faire passer des textes de cette manière-là. Donc, changement stratégique au Parlement européen. Pareil pour pour les membres de la SBA, il y a des commissions parlementaires à veiller au Parlement européen. J'en ai cité notamment 4 plus une, la commission environnement, climat et sécurité alimentaire, commission ENVI, la commission industrie, recherche et énergie, commission ITRE, la commission affaires économiques et monétaires, la commission ICON, et la commission marché intérieur et protection des consommateurs, IMCO, plus une commission supplémentaire qui a été créée par la Commission européenne qui s'appelle par le Parlement européen qui s'appelle la crise du logement dans l'Union européenne, House. Donc pareil, les textes dont on va parler sont souvent décidés au sein de ces commissions-là. Enfin, autre institution très importante de l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne qui représente les gouvernements et les États membres. Ce sont les ministres et les experts nationaux qui négocient et adoptent la législation de l'Union européenne et qui se réunissent en différentes formations. C'est le principe de la présidence tournante tous les 6 mois. Vous voyez le petit document juste en dessous de la photo avec les étoiles. Actuellement, c'est la Pologne qui dirige le Conseil de l'Union européenne, qui préside le Conseil de l'Union européenne de janvier à juin 2025. Ce sera ensuite le Danemark, puis Chypre, c'est tous les 6 mois, ça change. Vous vous souvenez sans doute de la présidence française. Alors voilà, pour terminer le petit cours très succinct de sciences politiques européennes autour d'un petit café et d'un croissant, rappeler le fonctionnement des institutions de l'Union européenne avec le triangle institutionnel. S'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. La Commission européenne, qui est en haut du triangle institutionnel, sa fonction, c'est de proposer des législations, des directives, des règlements, des actes délégués, etc. Elle est là pour ça, elle en a le monopole. Et ensuite, les deux qui décident, les deux qui votent en codécision, comme on dit, c'est le Parlement européen, qui représente les citoyens de l'Union européenne, et le Conseil des ministres de l'Union européenne, qui est le législateur et l'autorité budgétaire. Et pour qu'un texte passe, il faut que le texte ait été voté à la fois par le Parlement européen et le Conseil, dans les mêmes termes. Et s'il est voté dans les mêmes termes, il est ensuite adopté et il doit se faire appliquer par la Commission européenne. Retenez juste ça, ça suffit. La Commission européenne propose, le Conseil des ministres de l'Union européenne et le Parlement européen votent les législations. Ça, ne rentrez pas dans le détail. J'ai pris l'exemple d'une fiche technique d'une réglementation européenne que les membres de la SBA connaissent, qui est celle de la refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, EPDB, comme on dit en anglais. C'est pour rappeler le type de choses que c'est. C'est une refonte, c'est une directive. La procédure est terminée, vous le voyez à gauche. C'est la commission ITRE qui en avait la charge et les rapporteurs, vous avez le nom du rapporteur. Quand vous réfléchissez à une directive, un règlement en négociation, la question que vous devez vous poser, c'est quelle est la commission parlementaire qui a la charge de discuter, négocier le texte, premièrement. Et la deuxième chose, c'est la question à vous poser, c'est qui est le rapporteur? Donc, qui va faire un rapport pour ses collègues au sein de la commission? Voilà. Alors maintenant, vous connaissez un tout petit peu mieux les acteurs politiques de l'Union européenne. On va s'attaquer au contexte stratégique. Alors, sur cette slide, essayons de résumer la stratégie, le contexte stratégique de l'Union européenne aujourd'hui. Un contexte géopolitique de plus en plus incertain, avec une revue des alliances, on en entend parler tous les jours. Une guerre commerciale qui est en démarrage avec les États-Unis. Rendez-vous le 2 avril pour connaître les mesures qui seront coercitives contre l'Union européenne. Un besoin de compétitivité et de simplification. Les rapports Draghi qui demandent un investissement européen de l'ordre de 800 milliards d'euros et l'État sur le marché européen. Comment retenir l'épargne des Européens qui part aujourd'hui aux États-Unis? Toujours la question des objectifs climatiques, le pacte vert, qui ne sont plus au premier plan. On en a parlé à l'instant quand on a regardé la carte stratégique. Les partis politiques aujourd'hui en charge au pouvoir dans l'Union européenne n'ont pas mis les pactes verts dans l'ordre numéro 1 de ses priorités. Donc le pacte vert est toujours là, mais il n'est plus en première ligne.
mais il reste quand même fondamental pour la décarbonation de l'Union européenne. Et enfin, la question budgétaire qui est fondamentale. Première discussion sur le cadre financier pluriannuel dont on parlera. Des budgets à trouver pour rembourser la dette Covid, ça va être un sujet très important qui va vite arriver, et des investissements à venir dans le plan de la défense. Alors voilà, là vous avez le Conseil européen dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça ce sont ses conclusions. On va y prendre juste 30 secondes pour se souvenir que le Conseil européen donne ses conclusions pour donner le là et donner la feuille de route de l'Union européenne. Et lors de sa dernière formation le 20 mars dernier, il a signifié plusieurs choses. Premièrement, une partie sur la compétitivité et la simplification, changement radical dans l'action de l'UE pour stimuler la compétitivité. Priorité à la simplification, la réduction des charges réglementaires et administratives, baisse des prix d'énergie, mobilisation de l'épargne privée, et surtout, objectif d'atteindre l'objectif de réduction du coût de toutes les charges administratives d'au moins 25% et d'au moins 35% pour les PME. Donc on a parlé tout à l'heure de simplification, on a parlé de compétitivité, on a parlé de défense, et là on est sur le sujet simplification. Allons quand même sur la défense, même si ce n'est pas le sujet de l'ordre du jour, mais qu'on le sache quand même. Le Conseil européen appelle à une accélération des travaux dans tous les domaines afin d'accroître de manière décisive la préparation de l'Europe en matière de défense au cours des 5 prochaines années. Donc c'est clair, c'est net, c'est écrit dans les conclusions du Conseil. Et rappeler qu'une Union européenne plus forte et plus performante dans le domaine de la sécurité et de la défense apporte une contribution positive de sécurité transatlantique et elle est complémentaire de l'OTAN. C'est des sujets qui vont nous animer ces prochaines semaines, ça c'est sûr, mais qui dépassent les sujets de la SBA. Juste vous rappeler que la Commission européenne, qui a commencé ses travaux en décembre 2024, a commencé par proposer une nouvelle boussole, une boussole pour la compétitivité, dans laquelle vous trouvez 3 piliers et 5 catalyseurs pour trouver la simplification, le marché unique, la compétitivité, les compétences, la réduction des dépendances excessives, la sécurité et l'écart en matière d'innovation. C'est une boussole qui est censée guider l'action de la Commission européenne sur ces prochaines semaines. Plus important pour les membres de la SBA, c'est le programme de travail de la Commission européenne sur l'année 2025. Ce qui est important pour vous, sachez que ce programme de travail est disponible sur le site de la Commission européenne, donc vous pouvez trouver l'ensemble des éléments sur le site. J'ai repéré pour ma part quelques législations qui peuvent intéresser les membres de la SBA. Competitive Compass, la première, c'est la boussole de compétitivité dont je vous ai parlé. Ensuite, un omnibus, on va y venir. Un deuxième omnibus, on va y venir. Un paquet sur le digital qui devrait arriver au quatrième trimestre 2025. Le Clean Industrial Act qu'on va vous présenter dans un instant. Le Industrial Decarbonization Accelerator Act qui devrait arriver aussi au quatrième trimestre. Un texte sur les startups, un autre texte sur le digital, un autre texte sur le quantum. Donc ce sera quelque chose à suivre parce que là, le programme de travail de la Commission européenne va être amené à évoluer, mais en tout cas, c'est important d'avoir globalement connaître les grandes législations qui vont apparaître. Nouvelle proposition législative. L'omnibus. Vous avez sans doute entendu parler de l'omnibus ces derniers temps. Alors rappelez ce que c'est, on sait tous ce que c'est qu'un omnibus. C'est une charrette qui est tracté par des chevaux et qui s'arrête tous les autant de temps. On en trouvait beaucoup dans les villes. Je n'ai pas vérifié en quelle année ça s'est arrêté, mais c'était un mode très, très rapide. Il y a un DG de la Commission européenne que j'ai croisé il n'y a pas longtemps et qui disait un omnibus, c'est quelque chose qui va lentement et qui est toujours surchargé et qu'on s'arrête tout le temps pour prendre régulièrement des gens. Est-ce que c'est ça on ne comprend pas très bien la métaphore, mais bon, allons-y quand même sur l'omnibus. C'est comme ça que la Commission européenne a appelé le paquet. Donc c'est un instrument législatif qui permet d'ouvrir plusieurs textes en même temps et de les revoir. Le but de la Commission, c'est de déployer un effort de simplification sans précédent, on l'a dit tout à l'heure, en réduisant 25% des charges administratives et 35% de celles qui pèsent sur les PME d'ici au mandat actuel. Donc l'omnibus va rouvrir 4 textes dont on va brièvement parler, la CSRD, la CSDDD, la taxe carbone aux frontières et la taxonomie. Il faut vraiment que cet omnibus ait un impact direct sur les entreprises pour améliorer leur compétitivité. Commençons par la CSRD. Vous avez déjà tous entendu parler de la CSRD. C'est la directive de 2022 qui introduit de nouvelles règles relatives à la publication d'informations en matière de durabilité et qui impose aux grandes entreprises de publier des informations sur les risques sociaux et environnementaux auxquels elles sont exposées, sur les incidences de leurs activités sur les personnes et l'environnement. C'est la notion de double matérialité. C'est une directive extrêmement importante qui a été négociée pendant de longues heures dans le précédent mandat de la Commission européenne et qui aujourd'hui fait l'objet d'un travail de simplification.
L'omnibus, que propose l'omnibus pour ce sujet-là? A priori, à la base, la CSRD devait s'appliquer aux entreprises de plus de 250 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros ou 25 millions d'euros de bilan. La Commission européenne a décidé de simplifier la CSRD et a proposé donc une directive dans le cadre de l'omnibus qui limite ses obligations aux entreprises de plus de 1000 salariés avec un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros ou 25 millions d'euros de bilan. Donc, a priori, l'omnibus permet de retirer un nombre important d'entreprises concernées par la CSRD. Avant, on était sur le seuil de 250, comme je viens de dire, maintenant on serait plutôt sur un seuil de 1000. Il y a encore beaucoup d'interrogations, notamment pour les entreprises qui sont de 500 et 1000 salariés et les PME cotées qui étaient aussi concernées par la CSRD. Mais a priori, retenez que ces entreprises devraient sortir de la CSRD. C'est un sujet compliqué pour la France parce que la France avait transposé la CSRD assez rapidement avec des obligations très fortes. Faire le lien aussi, on n'a pas le temps de tout aborder avec la déclaration de performance extra-financière auxquelles sont soumises ces entreprises-là, mais ça va être un moment complexe pour réussir à décider quelles vont être les obligations en question. Alors ces textes, on l'a vu tout à l'heure, c'est une proposition de la Commission européenne, ils vont être débattus par le Conseil et le Parlement européen, qui se sont déjà saisis de ces sujets-là et qui vont établir les seuils. Sachez un point important aussi que la Commission européenne propose une norme, la norme VSME, qui est une norme volontaire pour les PME. C'est-à-dire que les PME, si elles sont pas obligées de répondre, si elles ne seraient pas obligées de répondre aux obligations de la CSRD, elles pourraient quand même le faire et elles y auront sans doute intérêt. Deuxième sujet, CSRD, CS3D, comme on dit, la directive de 2024, qui comporte des éléments sur le devoir de vigilance des entreprises et qui impose des obligations aux entreprises pour prévenir, atténuer et stopper les impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains et sur l'environnement. En fait, les entreprises, avec le devoir de vigilance, ainsi que leurs partenaires en amont et en aval, doivent prendre des mesures pour prévenir les violations des droits humains et la dégradation de l'environnement. Sujet qui est important. Pareil, l'Omnibus a décidé de revoir les choses, davantage de temps pour se préparer aux nouvelles exigences en reportant d'1 an l'application de la CS3D au 26 juillet 2028 et en réduisant assez considérablement les charges et effets sur les PME en limitant la quantité d'informations qui peuvent être demandées dans le cadre de la cartographie de la chaîne de valeur par les grandes entreprises. Ça, c'est un sujet important qui est aussi celui de la CSRD, c'est-à-dire que les entreprises doivent répondre à un certain nombre de critères et la Commission européenne a décidé de réduire assez considérablement le nombre de critères proposés. Avoir un sujet autre important sur le devoir de vigilance. Avant, le devoir de vigilance était sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc y compris les fournisseurs, les sous-traitants de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Avec l'omnibus, on se concentrerait uniquement sur les exigences pour les partenaires commerciaux directs. La taxonomie, c'est un sujet aussi assez compliqué. On va y passer juste un petit instant pour que vous ayez au moins quelques éléments sur ce sujet-là. C'est la classification des activités économiques qui ont un effet favorable sur l'environnement afin d'orienter les investisseurs sur des activités durables. A priori, au début, à partir du 1er janvier 2024, il y avait obligation de publier des informations sur la directive de durabilité des activités jusqu'à allergie à 50 000 entreprises. Le champ d'obligation serait aligné avec l'omnibus sur la CSRD avec une taxonomie volontaire pour les entreprises de plus de 1000 salariés et moins de 450 millions de chiffre d'affaires, avec un choix dans les critères, dans ce qu'on appelle le do no significant harm. Les entreprises pourraient choisir parmi les objectifs qui avaient été fixés sur la taxonomie. L'atténuation au changement climatique, l'adaptation, l'utilisation durable et des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, le contrôle de la pollution, la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Donc, pareil, beaucoup plus de souplesse pour appliquer la taxonomie. Un autre gros sujet, je vous rassure, on n'a plus beaucoup, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est un instrument douanier européen qui vise à soumettre les produits importés dans le territoire douanier de l'Union européenne avec une tarification du carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens fabriquant ces produits. Je vous rassure, vous aurez toutes ces slides pour pouvoir bien regarder dans le détail l'ensemble des éléments qu'on présente. Donc c'est l'objectif de lutter contre les fuites de carbone et renforcer l'ambition climatique au niveau européen. Actuellement, le MACF, comme on l'appelle, correspond à 5 produits, l'acier, le ciment, l'aluminium, les engrais azotés et l'hydrogène.
Et a priori, à partir du 1er janvier 2026, les importateurs déclarant MACF seront appliqués à importer des éléments dans l'Union européenne. Pareil, s'il y avait deux choses à retenir, simplification des processus, des procédures et des formalités administratives, et une exemption des petits importateurs qui, à fois, avant étaient concernés. Il y aurait un seuil maximal de 50 tonnes par an d'importation autorisée. Si vous passez en dessous le seuil des 50 tonnes, vous n'êtes pas obligé de passer par une déclaration MACF, ce qui fait qu'il y a 90% des entreprises qui y échappent. Et enfin, InvestEU, c'est un instrument financier qui est destiné à financer des investissements prioritaires au sein de l'Union européenne, qui a un rôle essentiel pour lever les obstacles financiers et qui est là, et ça intéresse le Smart Building, pour stimuler les investissements nécessaires à la compétitivité, la recherche et l'innovation, la décarbonation, la durabilité environnementale et le développement des compétences. L'idée de l'omnibus, c'est de mobiliser 50 milliards d'euros d'investissement public supplémentaires et de simplifier les choses autour de l'investissement. On pourra en revenir ensuite après. Avant de passer la parole à Laurent, un dernier texte important pour la Smart Building Alliance, c'est le Clean Industrial Act, le pacte pour l'industrie propre, qui a vocation à stimuler la compétitivité et assurer la résilience économique. Il a été présenté récemment par la Commission européenne, donc pareil, il doit être voté par le Conseil et le Parlement européen. Il vise à décarboner l'industrie et notamment ce qui consomme beaucoup d'énergie. 100 milliards d'euros ont été mis sur la table pour soutenir la décarbonation et les technologies propres européennes. On verra comment seront utilisés ces 100 milliards d'euros, mais c'est un élément à avoir en tête. Renforcement d'InvestEU, dont on vient de parler juste avant, la création d'une banque de la décarbonation industrielle, la mobilisation d'1 milliard d'euros dans le cadre du fonds d'innovation et la création d'un nouvel instrument dédié au projet de décarbonation et électrification. Donc pareil, bien suivre le Clean Industrial Act et ses effets ces prochains mois. Notez 4 nouvelles propositions législatives européennes qu'il faut aussi avoir en tête. La première, c'est le plan d'action pour une énergie abordable qui a été présenté dans le cadre du pacte pour l'industrie propre, qui vise à rendre la facture d'électricité plus abordable, réduire le coût de l'électricité, assurer le bon fonctionnement des marchés du gaz. Important pour la Smart Building, l'efficacité énergétique, réaliser des économies d'énergie, achever l'union de l'énergie et garantir la sécurité d'approvisionnement pour la stabilité des prix. À cela s'ajoute une loi à venir sur l'accélérateur de décarbonation industrielle, des critères de contenu local pour booster le Made in Europe, c'est une demande de la France, avec une réforme des marchés publics en 2026 avec la préférence européenne. Et, gros sujet, le report de l'inscription de l'objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de l'UE de 90% d'ici à 2040. Comment cela sera-t-il traité? On ne le sait pas encore. Normalement, cette inscription de 90% et les critères de la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de 90% en 2040 devaient être présentés début 2025. Ça a été reporté à fin 2025. Merci beaucoup Mathieu. Donc, pour cette belle présentation. Donc maintenant, je vais passer la parole à Laurent et je te laisse te présenter et présenter ton programme, Laurent. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe de la Smart Building Alliance pour cette occasion de vous présenter, d'aller un peu plus loin dans la présentation de nouvelles réglementations européennes sur le sujet. Écoutez, de mon côté, je suis donc Laurent Bidault, je suis avocat au barreau de Paris depuis 12 ans. J'interviens principalement en matière d'immobilier, de construction, avec une grande partie dans le secteur public, et on a, par la force des choses, et nous avons orienté notre activité sur on va dire cette convergence entre l'innovation et des secteurs plus traditionnels que sont la construction, l'immobilier et le secteur public. Et donc, dans ce cadre-là, nous accompagnons des acteurs publics, des acteurs privés dans leurs projets, notamment de smart building. À ce sujet-là, nous avons publié il y a quelques années déjà, 3-4 ans, un ouvrage consacré justement à un guide des opérations de construction publique en BIM, où on retrouve toutes ces problématiques qu'on est amené à rencontrer, que sont à la fois des sujets juridiques très traditionnels sur la construction, alliés avec des objectifs qui sont fixés par le législateur, on va y venir, qui sont par exemple des objectifs de performance énergétique des bâtiments, et ce que ça peut induire derrière d'un point de vue opérationnel et donc d'un point de vue juridique quand on a recours par exemple à des outils numériques.
Et je suis par ailleurs le cofondateur d'un cabinet d'associés, d'un cabinet d'avocats, qui s'appelle Novelo Avocats, qui est composé aujourd'hui d'une 20aine de membres entre Paris, Lyon et Lille. Voilà. Alors, on a illustré les choses avec un bâtiment qui est en fait en réalité la porte d'entrée sur 3 réglementations importantes. Ce bâtiment, puisque on se rattache directement ici à notre activité, au Smart Building, on a pris un peu l'occasion notamment de la directive européenne, qu'on ne va pas aborder en détail ici, mais la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, la fameuse EPBD, qui fixe plusieurs objectifs à l'horizon 2030 puis 2050, réduction de la consommation énergétique des bâtiments, diminution des émissions à gaz à effet de serre, promotion des énergies renouvelables dans le cadre à la fois de la conception, de la construction et de l'exploitation d'un bâtiment. Bref, autant d'objectifs aujourd'hui qui vont peser sur le secteur du bâtiment, le secteur immobilier au sens large. Et on a pris un peu l'occasion de le motif de cette directive et de cette réglementation pour faire un lien directement, pour introduire 3 textes importants, puisque l'IA Act, le Data Act et le règlement NIS 2, puisque pour quelque part atteindre cet objectif de réduction de la consommation énergétique, de diminution des gaz à effet de serre, aujourd'hui, les différents acteurs du secteur mobilisent des outils numériques. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on fait de plus en plus appel à des objets connectés qui vont permettre, par exemple, de connaître les températures, de réguler la température dans certains ouvrages, de connaître justement les émissions à effet de serre de certains ouvrages. On va concevoir avec des outils numériques pour pouvoir mieux exploiter demain un ouvrage et ainsi maîtriser ses objectifs. Donc tout ça, on a recours à des outils numériques et donc, de facto, on est immédiatement concerné par ces 3 réglementations. Data Act, IA Act, règlement NIS 2. On va commencer par l'IA Act, même si on aurait pu commencer par le Data Act, puisque l'IA Act, l'intelligence artificielle, qui est toujours plus d'actualité ces derniers temps, enfin depuis une petite année, ne fonctionne qu'avec des données. Mais on va commencer un peu par le texte, si je puis dire, à la mode en ce moment, qui est l'IA Act. Donc l'IA Act, quand on parle d'IA Act, on parle du règlement sur l'intelligence artificielle au niveau européen, qui a été adopté au niveau européen le 13 mars 2024. Alors, l'IA Act, c'est une législation, ce qu'on appelle horizontale, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas un secteur en particulier, mais elle va en réalité, du coup, concerner tous les secteurs qui sont amenés à avoir recours à l'intelligence artificielle, à des systèmes d'intelligence artificielle. Je vous ai mis ici quelques exemples qui sont ici. D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite faute dans le titre et je m'en excuse. IA et bâtiment, c'est naturellement bâtiment. On a mis quelques cas d'usage qui sont issus d'exemples qui sont donnés par la Fédération française du BTP, qui fait d'ailleurs, je précise, sans leur faire je vais leur faire un petit peu de publicité, qui sur leur site ont prévu, c'est assez intéressant, plusieurs webinaires, enfin plusieurs vidéos avec des cas d'usage qui permettent de bien comprendre, si encore il y avait quelques doutes, l'intérêt du recours à des systèmes d'intelligence artificielle dans le système bâtimentaire. Alors, elle peut être mobilisée, l'intelligence artificielle, pour des systèmes pour du sourcing, de la veille réglementaire. Bon, ça, je pense que tout le monde est un petit peu au fait et ça ne concerne pas forcément le bâtiment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de par ces outils, on a beaucoup plus facilement accès à de l'information ciblée par rapport à nos demandes. L'analyse de la grande quantité de données, donc on le sait sur certains ouvrages, sur certains projets, on va collecter tout au long du cycle de vie de l'ouvrage de la donnée, et l'intelligence artificielle va permettre de traduire et d'analyser cette donnée et de la retranscrire selon les demandes qu'on peut former auprès du système. Ça peut être aussi un assistant dans la conception et le suivi de chantier. Donc ça, là-dessus, naturellement, au moyen, par exemple, de maquettes numériques, les différents intervenants à l'opération de construction vont mobiliser des données et l'intelligence artificielle va nous permettre, en analysant les données, par exemple, de repérer ce qu'on appelle par exemple des clashs, c'est-à-dire une difficulté entre des données, une contradiction entre les données qui peuvent être mises, par exemple, par un maître d'œuvre et par
un bureau d'études techniques, par exemple. Ça va automatiser certaines tâches administratives. Ça, je me tire un peu une balle dans le pied en disant ça, mais l'intelligence artificielle permet aujourd'hui d'automatiser certaines tâches de rédaction de contrats, notamment. Donc ça, là aussi, on y retrouve un cas d'usage dans notre secteur. L'automatisation de la création des DOE, qui sont toujours un sujet lors de la réception d'ouvrages, qu'ils soient grands ou petits, les dossiers des ouvrages exécutés sont toujours un sujet, et pourtant ils sont essentiels pour l'exploitation ensuite du bâtiment. Et là aussi, par la collecte de la data, par les systèmes d'intelligence artificielle, on va pouvoir générer automatiquement, sous réserve naturellement qu'on ait bien collecté la donnée tout au long de la conception et l'exécution de l'ouvrage, on va pouvoir automatiser cette tâche. Dernière chose, et là on est en plein quelque part dans le smart building et dans l'exploitation, j'ai envie de dire la gestion intelligente du bâtiment. Ça peut être, il y a peut-être un formidable assistant pour l'exploitation et la maintenance, notamment pour suivre en temps réel la vie du bâtiment, optimiser les flux. Donc voilà autant de cas d'usage qui se retrouvent dans le secteur du bâtiment et sur lesquels, puisqu'on mobilise des outils numériques, des outils, des systèmes d'intelligence artificielle, de la donnée, on va avoir côté exploitant, côté fabricant, côté gestionnaire de l'immeuble, les trois réglementations qu'on va avoir tout de suite qui vont, entre guillemets, s'appliquer de façon plus ou moins contraignante en fonction des obligations et de la nature de l'ouvrage. Mais c'est trois réglementations qu'on doit avoir en tête puisqu'on est directement concerné quand on est dans ces opérations-là. Alors, si on s'intéresse un peu plus à l'intelligence artificielle, globalement, il y a 4 risques qui sont identifiés, qui ne sont pas forcément propres non plus au secteur du bâtiment, mais qui sont 4 risques qui aujourd'hui sont les plus communs. Et si vous suivez l'actualité, vous avez eu forcément connaissance, par exemple, des biais discriminatoires ou du défaut de fiabilité, ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire certaines fois l'IA, typiquement par exemple dans le secteur juridique, l'IA a pu créer dans certains cas des décisions de justice qui n'existaient pas. Donc on est ici typiquement dans un cas d'hallucination. Et donc, naturellement, c'est ce que je dis à mes collaborateurs quand ils ont plus recours à l'IA, attention, c'est un formidable outil, mais il faut quand même avoir un minimum de connaissances pour pouvoir juger ce que produit l'IA. Donc ça, on va dire le biais discriminatoire ou le défaut de fiabilité, il faut l'avoir en tête. C'est pas encore parfait, donc typiquement quand on exploite son bâtiment, si le système, il faut savoir quand même challenger le système, avoir un esprit critique sur ce qui est produit, parce qu'il y a justement ce qu'on appelle des biais discriminatoires. On a une question de confidentialité des données. Donc ça, on va dire que c'est un grand classique depuis de nombreuses années, c'est-à-dire comment les données qui sont mobilisées, pas seulement par des systèmes d'IA, mais d'une façon générale, qui sont traitées par, on en parlera tout à l'heure, par exemple, les objets connectés, quelle confidentialité sur le sujet. On va pas revenir sur le RGPD, mais le RGPD, on était sur les données personnelles, et on va le voir là avec notamment le Data Act, on est plutôt sur des données professionnelles, si je peux comparer avec les données personnelles. L'atteinte aux droits d'auteur, donc ça c'est aussi un vrai sujet, puisque aujourd'hui quand vous utilisez ChatGPT, quand vous utilisez Gemini ou le copilote de Microsoft, les données elles ne viennent pas de nulle part, elles viennent généralement d'Internet, et donc naturellement ces IA parfois ne sont très peu, on va dire très peu respectueuses de certains contenus qui peuvent être protégés. Donc là aussi, il faut être vigilant sur ce sujet-là. Et 4e sujet, la transparence et l'opposabilité, c'est-à-dire est-ce que par exemple, alors on est loin du secteur du bâtiment, mais est-ce que par exemple, quand on va sélectionner, c'est bientôt la période, on va sélectionner des candidats à un master. Est-ce que c'est un humain qui les choisit ou est-ce que c'est une intelligence artificielle? Donc voilà cette logique de transparence qui rentre en compte. L'esprit de l'IA Act, c'est alors il y a toujours ce sujet de
naturellement côté européen de développement économique, de ne pas restreindre l'innovation dans le secteur, mais donc l'idée c'est de pouvoir, le mot d'ordre c'est un peu innover sans sacrifier l'éthique et la sécurité. Et c'est vrai que les outils d'IA, quelque part, l'IA Act ça s'applique au secteur du smart building, mais on va dire que c'est pas le secteur le plus, comment dirais-je, le plus concerné. C'est-à-dire que l'IA Act va d'abord viser des secteurs sensibles que sont par exemple la santé, la sécurité, ou typiquement quand on parle d'IA éthique, ça va être de la sélection sociale liée avec ces outils-là. Mais il faut bien le garder en tête parce que son champ d'application, comme je vous le disais, il est horizontal, c'est-à-dire qu'il réglemente l'ensemble des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, vous avez en ligne de très nombreux guides qui peuvent exister déjà. Donc, l'idée ici est de présenter un peu les grandes lignes. Alors, les acteurs concernés, donc, comme vous le voyez, on a une réglementation qui touche le plus grand nombre. On a donc les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle, les déployeurs, les mandataires, les importateurs, les distributeurs. Donc, on va dire que le panel dans la chaîne de déploiement d'un système d'IA concerne tous ces acteurs-là. Donc, une application extrêmement large de l'IA. On a un régime de sanctions qui est important, qui est relativement coercitif, puisqu'on peut avoir des sanctions qui vont jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires annuel pour les pratiques les plus prohibées et 3% pour des manquements qui sont, on va dire, moins sensibles. Alors, la régulation, elle va se faire au niveau européen et elle va se faire aussi au niveau national. Donc, de ce point de vue-là, au niveau français, pour l'instant, on n'a pas encore d'indication de quelle autorité sera en charge de contrôler justement le respect au niveau national de l'IA Act. Aux dernières discussions, la CNIL tenait un petit peu la corde, mais voilà, bon, tout ça est aussi très politique. Donc, aujourd'hui, on n'a pas encore d'idée de l'autorité qui va être désignée au niveau national pour s'assurer du respect de l'IA Act. On encadre l'objet de l'IA Act, c'est d'encadrer deux grands ensembles. Premièrement, c'est les modèles d'intelligence artificielle, c'est-à-dire une brique technologique qui est dans un système. Et deuxièmement, l'autre partie, c'est les systèmes d'intelligence artificielle. Donc, vous l'avez vu à la slide précédente, on vise un grand nombre de personnes sont concernées. Et là, avec l'IA Act, en termes de, on va dire, de technologique, on s'intéresse pas forcément, on ne se restreint pas uniquement au système, à l'application, au logiciel, à ChatGPT, mais également aux briques technologiques qui composent le logiciel. Donc, on a un champ d'application matériel extrêmement large. Là-dessus, alors, il est difficile d'être complètement exhaustif dans un webinaire comme celui-ci, mais ce qui est attendu dans ce cadre-là, c'est des obligations de transparence de la part des personnes concernées, des obligations en termes de sécurité, notamment en produisant des audits de sécurité comme quoi le système justement est conforme à la réglementation en matière d'IA, mais aussi au Data Act. Donc, là aussi, il va y avoir, on attend un peu, pour l'instant, on n'a pas encore le modus operandi opérationnel. Tout ça sera plus précis quand on aura l'autorité, on connaîtra le nom de l'autorité compétente au niveau national, mais on va peser sur les personnes qui utilisent des modèles d'intelligence artificielle et des systèmes d'intelligence artificielle, des obligations de transparence, un peu comme on peut le retrouver justement avec d'autres réglementations sur la durabilité, sur la loi Sympa 2. On va retrouver des obligations de transparence en matière des outils qu'on utilise, en matière de sécurité des données, de qualité des données. Est-ce que mon système respecte bien les droits d'auteur? Donc, on a autant d'outils qui vont faire l'objet d'un contrôle de la part du futur régulateur d'une certaine façon. On a
Et donc voilà, on va avoir aussi définir, on va en parler après, des niveaux de risque en fonction. Il y a un niveau de risque qui va être qualifié. On va qualifier pardon, les systèmes en fonction du risque qu'ils peuvent représenter, et on va avoir un mécanisme d'obligation qui va être gradué en fonction, on va dire un mécanisme une réglementation et un mécanisme de sanction qui vont être gradués en fonction de la nature du système d'intelligence artificielle. On va classifier les systèmes d'intelligence artificielle en fonction du risque qu'ils représentent. Alors, on va dire que déjà, il y a un risque de niveau 1 qui est le risque inacceptable. Et là, du point de vue européen, il y a une interdiction pure et simple des applications, des systèmes d'IA qui sont qualifiés, qui sont considérés comme étant inacceptables. Ça va être la notation sociale, le recours à des techniques subliminales ou encore les techniques de surveillance massive. Naturellement, si on parle du domaine de la surveillance, des dérogations sont prévues quand on est dans des secteurs de la sécurité et de la défense, mais on ne peut pas généraliser. Par exemple, si je me mets par exemple à l'échelle, par exemple, d'un établissement commercial, on ne peut pas avoir recours à l'IA pour surveiller les usagers, enfin les clients, par exemple, du magasin, pour vous donner un exemple très concret. Donc ça, il y a une interdiction de principe, puisqu'on considère que c'est contraire aux valeurs européennes. On a ensuite un risque de niveau 2, un risque élevé. Donc ici, on vise les systèmes biométriques, des systèmes qui peuvent être utilisés dans le cadre de recrutement. Et donc là, on va avoir un mécanisme d'exigence qui vont être renforcés, avec un contrôle humain obligatoire sur la machine. On doit avoir une documentation technique du système d'IA qui doit être accessible et qui peut être consultable sur demande de la future autorité. La mise en place d'un système de gestion du risque, notamment en cas de fuite des données ou de piratage, par exemple, de l'application, pour justement protéger les données et la finalité de ces systèmes d'IA. On a ensuite un risque spécifique en matière de transparence. Donc là, c'est plutôt, par exemple, l'exemple typique, c'est le chatbot que vous pouvez retrouver sur certains sites Internet. Donc ici, c'est l'exigence principale, c'est connaître les données, la finalité des données, des informations qu'on peut fournir à ce chatbot. Et enfin, on a un risque minime qui est le recours à l'intelligence artificielle quelque part dans des usages quotidiens, récréatifs comme le jeu vidéo. Donc, en fonction de cette pyramide des risques, de ces dangers, on va avoir une réglementation plus ou moins importante et coercitive qui vont s'appliquer sur les entreprises, opérateurs, personnes publiques qui ont recours à des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, d'un point de vue concret, ça va être documenter les données, fournir des résumés de contenu qui peuvent être protégés par le droit d'auteur. Ça va être documenter la politique en matière de cybersécurité. C'est autant d'éléments qu'il va falloir mettre en œuvre dès lors qu'on a recours à des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, compte tenu des mesures déjà compte tenu du caractère récent du texte et de l'importance des mesures qu'il va falloir mettre en œuvre, on a une application progressive qui va se faire. Déjà, le texte est entré en vigueur en août 2024, le 2 août 2024, et on a une application progressive. Donc, depuis le 2 février 2025, on a une interdiction des systèmes d'IA présentant des risques inacceptables. L'étape d'après, c'est le 2 août 2025 avec l'application des règles pour les modèles d'IA à usage général. C'est aussi la deadline pour la nomination des autorités nationales compétentes. Donc, d'ici le 2 août 2025, nous serons fixés sur l'identité de l'autorité française qui sera en charge de l'IA Act. L'échéance d'après, un an après, 2 août 2026, l'ensemble des dispositions du règlement deviennent applicables et le 2 août 2027, on a c'est un dispositif qui va pas forcément nous
concernés directement mais l'application des règles pour des risques élevés qui sont prévus dans l'annexe de ce Data Act, d'IA Act, qui sont sur des usages spécifiques, notamment les jouets, des équipements radio, des véhicules agricoles. Voilà. Sans rentrer davantage dans le détail, on a donc ce calendrier de mise en œuvre et d'application progressive, mais c'est finalement assez rapide puisque à l'horizon un an et demi, le texte sera pleinement applicable. Naturellement, pour que un système d'IA, d'intelligence artificielle fonctionne, il faut de la donnée, et cette donnée, que ça soit sa collecte ou son traitement, est également encadrée au niveau européen et aujourd'hui au niveau national. Alors, on va parler aujourd'hui du Data Act. Le Data Act, c'est un règlement européen du 13 décembre 2023. Il faut bien le situer, ce Data Act. Il s'inscrit dans la continuité, il s'inscrit dans la politique européenne en matière de données, et il s'inscrit dans la continuité de plusieurs textes, notamment le RGPD, le règlement général sur la protection des données, plutôt sur le volet, axé sur le volet personnel, qui date de 2016, et il fait suite à d'autres textes, outre le RGPD, qui réglementaient notamment l'open data, la protection et la protection des données. Donc, c'est une brique supplémentaire dans la réglementation européenne, notamment du Data Governance Act de 2022, qui, et ça me semblait important de commencer par là, qui définit juridiquement, c'est la première définition juridique de ce qu'est une donnée. Et vous le voyez à la lecture de cette définition, que c'est une définition extrêmement large, et donc aujourd'hui, cette définition rend encore plus élargi le champ d'application de cette réglementation. Donc la donnée, c'est toute représentation numérique d'actes, de faits ou d'informations, et toute compilation de ces actes, c'est-à-dire à la fois les données et les bases de données, si on traduit en termes plus opérationnels. Donc toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d'enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel. Donc, typiquement, l'échange qu'on a en ce moment, on est en train de produire de la donnée qui, selon la nature de cette donnée, est plus ou moins protégée au regard de la réglementation européenne et de la réglementation nationale. Simplement rappeler quelques points clés dans lesquels s'inscrit le Data Act. Donc, premièrement, rappeler l'objectif de la politique européenne en matière de données, donc meilleur accès aux données et un cadre assurant leur utilisation responsable afin de créer de la valeur pour l'économie et la société. Ce texte s'inscrit, comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai un peu anticipé, dans la continuité du RGPD et notamment du Data Governance Act. Et l'ambition de ce texte, il est de faciliter l'utilisation des données industrielles et non personnelles. Donc si d'un côté on avait le RGPD qui réglementait véritablement les données personnelles, ici on a un texte qui vise, je dirais pas qu'il est, on prend le cadre inverse, mais il vise à faciliter l'utilisation de ces données industrielles et non personnelles. Notamment, on va en parler dans un instant sur l'Internet des objets, afin de favoriser justement cette ouverture des données, leur réutilisation, et donc en ouvrant quelque part l'accessibilité de ces données qui à la base sont plutôt privées, enfin privées dans le sens industriel du terme, pas personnel mais privé, permettre on y voit un vecteur d'innovation, de croissance, puisqu'en réutilisant ces données, ça va générer des nouvelles applications, des nouveaux cas d'usage qui vont participer à la croissance européenne. Ce texte entrera en vigueur le 12 septembre 2025, donc on n'y est pas encore, mais c'est pour très bientôt. Alors, il y a trois objectifs principaux du Data Act. Premier volet, tout ce qui est Internet des objets, l'IoT. L'objectif, c'est d'obliger les fabricants à développer des outils pour accéder aux données générées dans le cadre de l'utilisation de l'objet. Alors, on va le détailler un petit peu par la suite, mais l'idée, c'est, si je devais concrètement résumer les choses, c'est moi, en tant qu'utilisateur d'une montre connectée, moi, en tant qu'utilisateur d'un objet connecté qui me permet de mesurer la température dans un ouvrage, je dois pouvoir librement accéder aux données qui sont captées, qui sont générées par
cet objet connecté et je dois pouvoir librement utiliser ces données pour mon activité ou pour une autre activité. Et le fabricant de cet objet connecté, Apple par exemple sur ma montre connectée, ne peut pas faire obstacle, doit me permettre librement d'accéder aux données que j'ai pu collecter. Là, je donne un exemple très concret mais qui est très parlant. Si j'ai fait une course d'1 heure avec ma montre connectée qui a mesuré mon rythme cardiaque, ma respiration et le nombre de pas, je dois pouvoir récupérer ces données pour les utiliser par exemple dans une application autre que l'application dédiée à l'objet connecté. Donc, ça va être important, j'y reviendrai un instant, mais j'anticipe un petit peu, mais ça va être très important pour tous les fabricants d'objets connectés, puisqu'ils doivent désormais, de façon progressive, ouvrir d'une certaine façon leurs objets, la donnée qui est collectée au plus grand nombre pour qu'ils puissent être réutilisés. Dans ce cadre-là, on a aussi du coup un partage des données, c'est-à-dire on ouvre la possibilité pour les utilisateurs d'accéder aux données et de les partager avec des tiers sous leur contrôle. Donc on est vraiment en lien direct avec le premier point que je viens d'évoquer, la possibilité pour l'utilisateur d'accéder à ces données. Troisième volet qui est aussi très important, l'espace commun de données. Alors il n'y a pas de lien direct, il y a un lien direct, mais pas directement avec les objets connectés, mais ce qu'on appelle le mandatory data sharing. Il y a une volonté au niveau européen d'imposer un partage des données entre entreprises afin qu'une entreprise, quelque part, n'ait pas seul le monopole sur certaines données qui, certes, elle a pu générer, mais qui pourraient être utiles dans son activité. Donc là-dessus, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais la législation prévoit notamment une ouverture des données de chaque opérateur sous certaines conditions. On y reviendra par la suite. Je pense que j'ai un peu anticipé, mais c'est pas grave. Ce que je vous disais du coup, c'est que le principe important, c'est que l'utilisateur de l'objet connecté est désormais le seul décisionnaire concernant l'utilisation des données générées par son objet. Et donc, les objets connectés doivent être conçus pour permettre l'accès aux données d'utilisateurs de manière aisée, sécurisée, sans frais, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par la machine. Donc, vous voyez, c'est assez contraignant pour les fabricants d'objets connectés, puisque, outre l'ouverture de ces données, ils doivent en plus avoir ces données devront avoir en plus un format qui ne soit pas lié à un logiciel particulier, mais qui sont suffisamment ouverts, qui ont un format suffisamment ouvert pour être utilisés sur d'autres outils logiciels que celui d'Apple, par exemple, si on reste sur le même exemple. Donc, il va y avoir nécessairement une adaptation technologique et une adaptation juridique, notamment contractuelle, dans tous les contrats que peuvent être amenés à passer les différents opérateurs ou les particuliers même, avec ces fabricants d'objets. Attends, on peut. Donc, c'est le deuxième point, le partage de données entre entreprises qui peut être imposé. Donc, en fonction de certains secteurs, si on juge que certaines données sont stratégiques pour le développement d'un marché, pour le développement d'un secteur économique, on peut imposer à certaines entreprises, à certains opérateurs économiques, de donner accès à leurs données. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui où vous avez, notamment au niveau des données publiques, une open data des données publiques que peuvent réutiliser tout opérateur public comme privé et en faire une utilisation commerciale notamment. L'idée, c'est de généraliser un peu le mécanisme au secteur privé. Alors naturellement, il y a plusieurs choses qui sont prévues, on va dire, garde-fous. On a dans ces cas-là une convention, un contrat, la forme n'est pas encore définie, de partage de données pour que naturellement l'opérateur producteur de données puisse s'assurer et contrôler l'utilisation qui est faite des données qui vont être utilisées par une autre entreprise.
Et vous avez aussi des conditions qui devront être définies, notamment en termes de mise à disposition. Par exemple, il est prévu que si la mise à disposition de ces données représente un coût, ces coûts sont pris en charge, on n'est pas dans de la mise à disposition gratuite de principe des données. Donc, il peut y avoir une contrepartie financière à la mise à disposition de ces données, dès lors que ça représente une charge importante pour l'entreprise qui se voit imposer, entre guillemets, de donner accès à ces données. C'est le cas, par exemple, bon, c'est déjà un peu le cas dans le secteur public, mais l'idée aussi est de généraliser encore plus les choses, par exemple pour les entreprises qui exploitent des services publics, pour que les données qu'elles génèrent dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de transport soient pleinement utilisables, pas seulement par la personne publique, mais aussi par éventuellement une start-up qui voudrait se positionner pour développer une application de réservation des transports, par exemple, pour donner un exemple concret. Et donc, juridiquement et contractuellement plus précisément, ça se traduit également par l'interdiction de prévoir des clauses abusives qui pourraient restreindre l'utilisation de cette donnée. On a donc nos systèmes d'IA qui fonctionnent avec de la donnée et la dernière réglementation qu'on voulait voir avec vous ce matin sur ce sujet-là, c'est la directive concernant la sécurité des réseaux et de l'information. Puisque on va dire que tout ça un peu se complète. Si mon système d'IA est réglementé, il doit fonctionner avec de la donnée. Le tout fonctionne avec des infrastructures de réseau, et ces infrastructures de réseau, elles doivent être protégées, elles doivent être résilientes, si je reprends les termes du projet de loi qui vient transposer cette directive. Et donc, de ce point de vue-là, on va dire les hébergeurs, les exploitants de données et de systèmes d'information doivent pèsent sur eux des obligations en matière de cybersécurité. Alors, on peut simplement sur cette directive NIS 2, on a donc l'objectif, c'est de protéger les acteurs économiques majeurs de l'UE via un partage d'informations sur les risques qu'ils peuvent encourir, sur les tentatives de piratage auxquelles ils ont pu être confrontés. On a là-dessus donc une déclaration d'incident, une gestion des risques cyber qui va être, on va dire, généralisée par des plans d'action et des plans de gestion. Alors, on a la directive NIS 2, forcément, il y avait une directive NIS 1 d'une certaine façon. On poursuit avec cette directive les mêmes objectifs donc, que cette directive NIS 1. En réalité, la directive NIS 2, elle vient élargir le champ d'application des entités, des secteurs concernés. Ce qui donne, et je vais y venir dans un instant, lieu à beaucoup de débats actuellement au Parlement. Puisque forcément, plus on élargit le champ des entités concernées, plus il va être contraignant pour un grand nombre d'entités d'être conformes à cette réglementation. Aujourd'hui, l'autorité compétente, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son site parce que il est peut saluer, bon, c'est vrai qu'ils sont en plein dans le secteur, mais leur site internet est extrêmement bien fait et est une mine d'informations très précises sur le sujet. Donc, il faut le souligner quand certaines administrations produisent un travail de vulgarisation, entre guillemets, surtout pour des réglementations comme celle-ci, qui travaille de vulgarisation de qualité. Et donc, comme je vous le disais, ce texte, il est actuellement en discussion au Parlement. Il a été adopté très récemment, le 12 mars, je crois, dernier, voire plus récemment même, au Sénat, dans un projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Ce projet de loi ne transpose pas seulement la directive NIS 2, mais 2 autres directives également, qui peuvent également vous concerner, mais sur lesquelles on ne va pas forcément s'attarder. La directive dite REC, qui est pour la résilience des entités critiques. Une entité critique, c'est des entités c'est les entités dans les secteurs de l'énergie, du transport, dans le secteur bancaire, dans la santé, dans l'eau, dans le numérique.
et ça vient également transposer le règlement européen, le Digital Operational Resilience Act, le DORA dans le jargon, qui lui encadre, on est un peu loin de notre sujet, mais l'emploi des technologies numériques dans le secteur financier. Voilà, tout ce paquet de textes, Mathieu le sait sans doute mieux que moi, ce paquet de textes fait aujourd'hui l'objet de ce projet de loi qui a été âprement discuté au Sénat sur les entités concernées. C'est le point, on va dire, c'est le point majeur de discussion, puisque parmi les entités, donc au niveau du Sénat, parmi les entités concernées, il y avait tout un débat sur les entités publiques concernées, puisque de fait, si on élargit notamment par exemple à toutes les communes, ce qui n'est pas envisagé, à toutes les communes ou à certains syndicats de communes, syndicats intercommunaux, communautés de communes qui sont dans les secteurs concernés par la directive NIS 2, on fait peser sur parfois des communautés de communes qui ont parfois qui couvrent, qui ont 15 000 habitants par exemple, qui sont parfois plus petits en termes de taille et donc de moyens que certaines communes. On va faire peser sur eux des obligations qu'elles ne peuvent pas matériellement mettre en œuvre. Il faut être clair et réaliste là-dessus. Donc, j'ai prévu, j'ai pas le détail en tête, j'ai plus le détail en tête, mais est prévu aujourd'hui, par exemple, si on reste sur les entités publiques, un seuil en matière de population. Je crois que c'est 30 000 habitants, mais je ne veux pas dire de bêtises, en dessous, au-delà duquel on est soumis à la future réglementation, et donc on devra se conformer à celle-ci. Alors, donc c'est en discussion, ça vient d'arriver à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est encore en cours d'examen en commission à l'Assemblée nationale. Donc le processus législatif suit son cours. Il avait été entamé il y a déjà plusieurs mois, mais pas sans ignorer que l'instabilité parlementaire et politique du pays a perturbé certaines adoptions de textes, puisque en plus sur la directive NIS 2, je crois qu'on est en retard dans sa transposition. On classifie, là aussi, il y a un principe de proportionnalité qui est qu'on retrouve un peu sur l'IA Act. On distingue deux types d'entités, les entités essentielles et les entités importantes. Et classifié en fonction d'un degré de criticité, c'est-à-dire est-ce que mon secteur est plus sujet à d'autres en matière de cyber-risque, même si on le voit aujourd'hui, vous avez du rançonnage, par exemple informatique, pour le petit hôpital de campagne, comme vous l'avez pour la métropole. Donc, je parle au niveau du secteur public, donc personne n'est à l'abri là-dessus. Donc, on a un degré de criticité, de taille et de chiffre d'affaires. Et selon la nature de l'entité, on va avoir des obligations en matière de résilience. Très concrètement, ça va être la mise en œuvre d'un plan de gestion des risques en interne sur qu'est-ce qui se passe quand on subit un risque de cybersécurité, quand on subit une attaque, un plan de continuité de l'activité, qu'est-ce qu'on fait si notre parc informatique est HS, et un plan de sécurité des infrastructures, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre très concrètement pour protéger notre infrastructure. Est-ce qu'on a des serveurs de secours? Est-ce qu'il y a une politique de modification des mots de passe régulière? Voilà, c'est des petits exemples concrets, mais c'est autant d'éléments qui vont être demain contrôlés pour toutes ces entités, savoir si on a bien mis en œuvre ces mesures-là. Un peu aujourd'hui, comme on peut l'avoir sur certaines entités, avec la loi Sympa 2, on doit montrer qu'on est en conformité avec des règles en matière de transparence, de corruption. Là, on retrouve les mêmes principes et le même esprit pour la sécurité informatique. Il y a aussi un système de coopération et d'échange d'informations pour justement centraliser un petit peu les risques et les incidents qui ont pu avoir lieu au niveau d'entités et de réfléchir un peu collectivement à des solutions. On peut enchaîner avec la slide d'après, Nathan, avec les secteurs. Donc, à côté des infrastructures, on a aussi des secteurs concernés et naturellement, plus mon secteur va être critique, plus mon secteur va être sujet à des obligations au regard de la directive. Alors, on a des secteurs hautement critiques qui sont les administrations publiques, on vient d'en parler, tout ce qui est eau potable et UV. Je vois qu'il y a une petite coquille, je m'excuse, on la modifiera.
les secteurs de l'énergie, de l'espace, la gestion des technologies de l'information et de la communication, les infrastructures des marchés financiers du secteur bancaire, les infrastructures numériques, la santé et le transport. Donc, on retrouve ici, je sais qu'il y a eu un webinaire il n'y a pas longtemps sur, par exemple, le Smart Hôpital. On retrouve ici le secteur de la santé qui est directement concerné. Et donc, aujourd'hui, les systèmes informatiques d'un hôpital sont considérés comme étant un secteur hautement critique. Et donc, les obligations les plus contraignantes, donc plan de gestion et autres, on n'a pas forcément le temps de détailler précisément ici, vont s'appliquer à cette entité. Et à côté de ça, on a d'autres secteurs qui sont considérés comme critiques, sans pour autant être hautement critiques. On va retrouver par exemple tout ce qui est fabrication, production et distribution de produits chimiques, les fournisseurs numériques, la gestion des déchets, tout ce qui est industrie. Donc, on a cette classification qui va permettre qui va différencier les entités et les obligations qui vont peser sur eux. Et donc, ces entités, bon, je ne vais pas m'étendre davantage, mais pour vous donner quelques exemples concrets un peu de mesures techniques ou organisationnelles qui sont imposées en fonction de l'entité et du degré de criticité du secteur, on a des mesures à prendre en termes de protection des réseaux, de protection de système des données, d'accès d'authentification, c'est-à-dire avec la mise en place, j'en parlais, d'une politique de mot de passe robuste. On va avoir des obligations en matière de surveillance et de détection. Sur le plan organisationnel, il y a l'obligation de mettre en place une véritable politique de sécurité de l'information et avec un programme de sensibilisation, de formation, des procédures de sécurité. Et puis sur le plan juridique, on va, puisque pour le coup, c'est les sujets que on est plein, nous on est en plein dans le sujet. On va avoir tout un sujet réglementaire sur est-ce qu'on respecte bien ces réglementations, est-ce que les contrats qu'on conclut avec nos fournisseurs, avec nos clients, est-ce qu'on leur impose bien, on leur retranscrit bien quelque part les obligations qui pèsent sur nous. Pareil également en matière de propriété intellectuelle, est-ce qu'on a bien défini les choses pour que on n'ait pas des fuites de certaines informations alors que on est dans un secteur hautement critique. Donc c'est autant de mesures qui vont peser sur ces opérateurs et donc sur le secteur du bâtiment au sens large dès lors que mon ouvrage est un ouvrage gère une infrastructure d'énergie, d'eau potable, de transport, de santé, ou que j'opère pour une infrastructure publique, une administration publique. En moins de 5 minutes, on va parler gros sous quand même, parce que pour financer tout ça, il faut des moyens financiers assez considérables. Juste vous rappeler dans un premier temps le fonctionnement du cadre financier pluriannuel. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ça. C'est la pluriannualité du budget européen. Donc le dernier CFP, il était entre 2021 et 2027. Ça, c'était la proposition de la Commission que vous voyez là, avec les différentes parties. Celle qui concerne le marché unique, innovation et numérique en orange, la cohésion et les valeurs, la politique de cohésion en vert, et ce que vous voyez en vert plus clair, c'est la PAC. Donc le cadre financier pluriannuel, c'est le budget de l'Union européenne qu'on pluriannualise et qu'on visualise sur 7 années. Donc la question qui se pose désormais, c'est quel va être le prochain cadre financier pluriannuel, c'est celui de 2028 à 2034. Et les négociations sont déjà en train de commencer à démarrer dès juillet 2025. Et elles vont être hautement difficiles, étant donné ce qu'on disait tout à l'heure sur les priorités budgétaires de l'Union européenne. Rappelez ce que c'est que la politique de cohésion. 2021-2027 en France, c'est 16,8 milliards d'euros, qui est composé du FEDER, qui est composé du FSE. Le FEDER, c'est le Fonds européen de développement régional, 9 milliards d'euros. Le FSE, c'est le Fonds social européen, 6 milliards d'euros. Le Fonds de transition juste pour certaines régions qui sont concernées par une crise particulière, plus les fonds Interreg à 3,2 milliards d'euros. On ne va pas revenir sur les priorités du FEDER, ça prendrait tout de temps, mais sachez que l'intervention de l'Union européenne se manifeste par deux moyens, soit par les politiques de cohésion, ce que vous voulez dire, ou soit par des programmes qui sont sectoriels et qui sont décidés directement par la Commission. Les programmes que vous voyez ici, FEDER, FSE, Fonds de transition juste, sont gérés par les régions,
qui sont les autorités de gestion de ces fonds européens. Là, je vous ai mis une Europe plus verte et après une Europe plus intelligente. On ne va pas revenir dans le détail. C'est tout ce que fait l'Union européenne et la Commission européenne dans ces fonds de cohésion entre 21 et 27. Vous voyez différentes choses, des mobilités urbaines, la gestion des ressources, la production d'énergie renouvelable, la protection de l'environnement, l'efficacité énergétique, 100 000 logements rénovés. Donc, ce sont des éléments qui peuvent être intéressants pour les membres de la SBA. Donc là, on est vraiment sur les services numériques, la recherche et l'innovation, la compétitivité des PME, la flexibilité, l'ESS, l'ingénierie locale. Donc, c'est les deux priorités qui ont été données par la France sur les fonds de cohésion 2021-2027, Europe plus verte et Europe plus intelligente. Pour entrer directement dans le dur du sujet, pour les membres de la SBA, ont été programmés des fonds européens pour des projets de rénovation énergétique. Donc, c'est 100 milliards d'euros à l'échelle de l'UE, hein, pas de la France, à l'échelle de l'UE, au titre des financements de l'UE, pour soutenir des rénovations entre 2023 et 2030. Donc là-dedans, vous avez plusieurs fonds différents. Vous avez le FEDER dont on vient de parler, le Fonds européen de politique de la cohésion, InvestEU, des prêts de la BEI, le sous-programme LIFE, Transition pour une énergie propre, Horizon Europe, qui est le programme d'innovation et de recherche de l'Union européenne, avec son partenariat Build for People, une facilité pour l'ingénierie, le Fonds de la modernisation et le Fonds social pour le climat. Donc ce sont autant de fonds qui peuvent être éventuellement mobilisés sur des projets de rénovation énergétique. Mais ce sera, et ça je vais vous le répéter jusqu'à la fin, c'est toujours du cas par cas. Deux types de fonds, on en a parlé. Le FEDER, c'est le fonds vraiment important, qui est important pour la Smart Building, qui est géré par les autorités de gestion que sont les régions, je l'ai dit tout à l'heure, 3,5 milliards d'euros de FEDER pour la recherche, l'innovation numérique, le développement des TPE, et vous allez retrouver là-dedans la compétitivité des entreprises, de l'infrastructure des services numériques. Interlocuteur, la région, mais y aller avec un projet, on en parlera tout à l'heure. Et le deuxième, c'est le Fonds pour l'innovation. Le Fonds pour l'innovation, il est financé avec le marché du carbone, avec les crédits du marché du carbone, et c'est 40 milliards d'euros à l'échelle 2020-2030. Et là, vous avez deux appels à projets en cours, avec des clôtures au 24 avril. Donc, vous n'aurez pas le temps d'y répondre, bien sûr, mais c'est pour que vous ayez en tête la production de batteries et les technologies net zéro. Fonds d'innovation. FEDER, fonds d'innovation. La BEI, on en a parlé tout à l'heure, 12,6 milliards d'euros investis en France sur les énergies renouvelables, l'innovation, les infrastructures sociales, des prêts sur l'innovation, des garanties financières. Il y a toute une série d'arsenals financiers qui sont financés par la BEI, donc bien avoir en tête ça. Et on en a parlé à l'instant, le programme Horizon Europe, qui est géré directement par la Commission européenne, qui est le programme 4 de l'UE sur la recherche et l'innovation, c'est 95,5 milliards d'euros qui vise à renforcer la compétitivité de l'UE, l'excellence scientifique et répondre aux défis mondiaux. La SBA a publié sur sa page de LinkedIn les 5 appels à projets dédiés aux bâtiments intelligents qui vont être diffusés en 2025. À l'automne 2025. Donc, bien veiller les prochains appels à projets dans le cadre des bâtiments intelligents sur l'optimisation de la gestion énergétique, l'intégration des énergies renouvelables et l'amélioration de la performance des infrastructures existantes. Juste rappeler en un instant la cycle de vie d'un projet européen. On ne va pas refaire de la constitution du projet jusqu'à son archivage. Vous avez la slide à gauche, vous pourrez la regarder quand on vous donnera les slides. Mais bien rappeler qu'un projet européen se travaille bien en amont du dépôt du dossier, fait partie d'une stratégie qui intègre des objectifs de l'Union européenne. Il ne faut surtout pas négliger des éléments comme la recherche de partenaires, le nombre de réunions préparatoires suffisantes, l'analyse des besoins, la définition des activités et des responsabilités. Travailler le plus en amont possible le formulaire de candidature. On anticipe, pour anticiper un projet européen et pour le gagner, il faut l'anticiper et le travailler bien en amont. En un point, ce qui avait été dit tout à l'heure, compétitivité, simplification, défense, besoin d'investissement massif, évolution de la stratégie des priorités de l'Union européenne. J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est jour par jour. Vous venez d'entendre sans doute l'annonce de Donald Trump sur les automobiles, les 25% de taxes sur les automobiles européennes et pas seulement. Donc c'est au jour par jour qu'il faut veiller l'Union européenne aujourd'hui pour la comprendre et l'anticiper. C'est ce que je mets, bien veiller l'évolution à revenir de la réglementation européenne, celles dont on a parlé tout à l'heure, celles qui ont été présentées par Laurent, les actes d'exécution, la réglementation déléguée, etc., les décrets, si je puis dire. Et sur les questions de financement, se renseigner sur les possibilités de financement européen de projets d'innovation, d'efficacité énergétique et de smart building. Il en existe, mais il faut savoir aller les chercher, les décrypter. Donc ne pas hésiter à s'outiller en ingénierie pour gagner des projets. Merci beaucoup pour vos présentations qui étaient extrêmement intéressantes et extrêmement riches. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions.
Alors, sur la première question, je ne pense pas qu'on puisse utiliser le Data Act pour obliger le locataire à communiquer, puisque c'est pas l'objet du Data Act. On est plutôt sur du partage d'informations. C'est vrai qu'après, bon, si on prend l'objectif le PBD, on a quand même une incitation à utiliser l'Internet, enfin les outils IoT. C'est une bonne question, mais en tout cas, on pourra pas utiliser le Data Act parce que c'est pas l'objet c'est pas l'objet c'est pas l'objet du Data Act en soi. L'objet du Data Act, c'est vraiment, en tant que fabricant, je dois pouvoir permettre à l'utilisateur d'avoir accès facilement à des dossiers, à des, à des données. Et en tant qu'entreprise, je peux pouvoir accéder aux données d'une autre entreprise. Donc, c'est pas sur ce texte-là qu'on pourra s'appuyer là-dessus. C'est peut-être d'une façon plus générale, c'est-à-dire en tant qu'exploitant, enfin en tant que propriétaire d'un ouvrage et donc soumis à toute une série de réglementations comme les décrets tertiaires ou autres, je dois quand même avoir j'ai un sujet vis-à-vis de mes locataires concernant justement l'efficacité énergétique et donc c'est peut-être de ce point de vue-là qu'on peut essayer. Bon, je pense que la réponse elle est pas simple comme ça. Ça sera pas avec le Data Act. Après, réfléchir, est-ce que je peux utiliser une autre réglementation quelque part? Bon, on pourrait peut-être déduire d'une autre réglementation, notamment les décrets tertiaires, le fait que vous me communiquez des données, vous m'obligez, vous devez me communiquer absolument les données, mais pas avec le Data Act. C'est une bonne question. C'est aujourd'hui l'activité exercée dans un bâtiment, par exemple, si on raisonne en termes locataire-propriétaire, c'est aujourd'hui l'activité exercée au sein d'un bâtiment qui est soumise. Donc, on raisonne vraiment en termes d'activité. Et donc, la logique voudrait que ce soit l'exploitant de l'activité et non pas le propriétaire, par exemple, du bâtiment qui est le support de l'activité, ça soit l'exploitant qui soit soumis à la réglementation, puisque on raisonne en termes d'activité. Ce qui est vrai, c'est que sur EPDB, il y a d'autres, pardon, sur Omnibus, il y a d'autres omnibus qui vont arriver. Ce n'est pas le seul, celui dont on a parlé tout à l'heure sur les 4 réglementations, CSRD, CS3D, MACF, taxonomie et InvestEU. Il y a d'autres omnibus qui vont arriver, qui n'ont pas encore été présentés. Pour l'instant, on a des bribes d'éléments. EPDB, je ne me souviens plus l'avoir lu quelque part, qui pourrait être intégré à un omnibus. C'est possible, mais je préfère pas m'avancer plus que ça. Je sais Ok. qu'il va y avoir d'autres omnibus. Il y en a 2 qui vont être présentés, dont un le 16 avril, effectivement. Mais ça me met la puce à l'oreille, comme on dit, et je n'ai qu'une seule envie là, c'est d'aller vérifier si l'EPDB en fait partie. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas? A A priori, priori, EED, RED, PBD. d'accord. Bah Bah écoutez, merci Mathieu, on va merci approfondir. Mathieu pour ces éléments, parce que le PDB, on a eu le temps de l'analyser, on l'avait présenté lors d'un webinaire, tu te souviens Muriel, dans le cadre Oui. de la SBA. Je vois pas énormément d'éléments de simplification sur le PDB, notamment pour nous la France, parce que nous on l'a déjà transposé en partie dans d'autres réglementations. Mais il y a pu y avoir des demandes de simplification de l'EPDB d'autres États membres, donc c'est pour ça que le PDB peut en faire partie. Mais je vais aller À vérifier suivre, on va ça. regarder, on Red, va ouais, vérifier Red, ce ça. serait pas étonnant, ED aussi. Merci Mathieu en tout cas sur ces éléments, je vais aller regarder ça tout de suite. L'objectif de ce webinaire, c'est de en reproduire un autre au cours du second semestre. Donc, on pourra faire un point sur tous les sujets qu'on a déjà abordés. Là, on avait vraiment une vision globale de tout ce qui se passe au niveau européen. C'est important de le faire. N'hésitez pas à nous faire part des focus sur lesquels vous souhaitez que l'on puisse intervenir sur le prochain, notamment Data Act, IA Act, PBD, CSRD, NIS2. Les sujets sont riches. Et on va, au sein de la SBA, lancer une commission aussi qui va travailler sur tous ces sujets. Donc, l'idée étant alors, une commission affaires institutionnelles, où l'idée est de recueillir un peu vos problématiques et vos sujets pour que nous, on puisse ensuite, comme vous l'avez vu là, approfondir et échanger avec les parties prenantes. Donc, n'hésitez pas à venir participer à cette commission puisque ce sera extrêmement intéressant d'avoir
d'avoir vos retours. Je vous remercie vraiment, Mathieu et Laurent, de votre présence et votre participation encore une fois et d'y avoir consacré autant de temps. Je remercie aussi notre équipe de la SBA, alors Nathan, Miss Lanette et Lucille qui se sont investis dans ce webinaire qui s'est très bien déroulé. Donc, c'est toujours important de souligner que derrière tout ça, il y a du boulot et que voilà, on est content que tout ça se soit bien passé. Merci beaucoup pour votre travail. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous faire vos retours si vous le souhaitez aussi par mail. Et si vous n'avez pas reçu le PowerPoint ou le replay, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Merci à tous.